Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes entre Argol et Rosnoën à l'entrée de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Et le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce pont, le pont de Térénèse, construit il y a maintenant 8 ans et qui va être entièrement inspecté jusqu'au 8 novembre. Des haubans jusqu'aux pylônes enterrés dans l'aulne, tout va être surveillé. On en parle dans un instant, mais juste avant, retour sur ce qui se passe dans la région avec les reportages des rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Retour à la normale pour le trafic ferroviaire breton. Ce lundi a marqué la fin de 3 jours de grosses perturbations dans la région, après le droit de retrait exercé par les agents SNCF. Tous les billets concernés seront remboursés à 100%, même ceux qui ne sont pas censés l'être. Le président de la SNCF, Guillaume Pépi, a aussi annoncé un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros, dont les modalités restent à préciser. 52 détenus de la prison de Pleumeur dans le Morbihan ont refusé de retourner dans leurs cellules dimanche. L'équipe régionale d'intervention et de sécurité, ainsi que des renforts policiers et de gardiens, ont permis de rétablir l'ordre dans la soirée. Ces détenus réclament le droit d'acheter de la viande fraîche à la cantine et de pouvoir prendre plus de douches. Le syndicat pénitentiaire des surveillants y voit surtout une conséquence de la surpopulation carcérale. La prison compte 350 détenus pour 227 places. Bouffée d'oxygène pour la SNSM. Le gouvernement a confirmé ce lundi la hausse de 4,5 millions d'euros de subventions pour les sauveteurs en mer dans le cadre de la loi de finances 2020. Les bénévoles de la SNSM espéraient néanmoins le double, eux qui vont investir 30 millions d'euros les 5 prochaines années pour renouveler leur flotte vieillissante. Marche blanche pour Dorian à Rennes. Samedi, une centaine de personnes se sont rendues à l'endroit où le barman avait été roué de coups en juillet 2018 avant de décéder le lendemain. Le cortège a marché contre la violence gratuite puis dévoilé une plaque en hommage à Dorian. Dans cette affaire, 6 personnes mises en examen seront jugées en 2021. Le Real Madrid va-t-il trouver son futur Karim Benzema à Milizac, dans le Finistère? En tout cas, les 96 jeunes footballeurs qui participent depuis ce lundi au stage du mythique club espagnol en rêve. Le meilleur d'entre eux s'envolera à Madrid pour un nouveau stage. Le 80e congrès de l'Association des maires du Morbihan s'est tenu samedi dernier à Inzinzac-le-Christ. Les 370 maires, adjoints et présidents d'intercommunalités présents ont été rejoints par Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des territoires. Une ministre attendue au tournant sur la question de la suppression de la taxe d'habitation, une taxe qui représente 10 à 30% du budget des communes. Parfois les élus ont pu être inquiets que la suppression de la taxe d'habitation ne leur assure pas ce qu'ils recevaient auparavant. Donc j'ai expliqué le mécanisme. On fait un système de compensation pour les collectivités territoriales à l'euro près. Les propos rassurants de la ministre n'effacent pas une année qui fut particulièrement éprouvante pour les élus. Et à 5 mois des élections municipales, même si la plupart des maires morbihanais restent combatifs, d'autres fatigués ont décidé de raccrocher leur écharpe. La difficulté, c'est pouvoir être présent dans toutes les instances, dans toutes les commissions, et c'est vraiment trop prenant. Les grandes communes ont plusieurs représentants, donc peuvent déléguer pas mal de choses, tandis que dans des petites communes où déjà beaucoup de choses reposent sur le maire, il faut qu'on soit partout. C'est très chronophage et j'espère un peu plus de tranquillité. Se pose alors la question du successeur et à ce jour, plusieurs petites communes rurales du nord du département n'ont toujours pas de candidat. Une situation inquiétante à seulement quelques mois du scrutin. Moi je suis quand même assez inquiet sur les toutes petites communes et d'ailleurs la ministre l'a dit, il faudra peut-être faire évoluer la réglementation parce que pour trouver des candidats c'est pas facile, mais c'est surtout pour trouver un nombre de candidats importants dans des toutes petites communes que les choses sont encore moins évidentes. Autre sujet évoqué lors de ce congrès, la sous-représentativité des femmes au poste de maire. Il faudra attendre le 22 mars 2020 pour savoir si la fonction se féminise davantage. Le football breton a dressé le bilan et fait ses comptes ce week-end à Lesneven lors de l'Assemblée générale. La région compte 152 000 licenciés et les chiffres sont stables pour cette nouvelle saison sportive. Les 1100 clubs bretons ont toutefois de grands défis à relever, en milieu urbain comme rural.
Le foot amateur aujourd'hui souffre de manque de dirigeants. Je me suis inquiet, même je ne le cache pas, de voir le bénévolat disparaître, de fondre un peu comme neige au soleil. À l'AS brestoise, par exemple, le club constitué d'une vingtaine d'équipes peut compter sur ses 60 bénévoles. Ils représentent 14 personnes à temps plein sur l'année. Par le copinage, chez les parents des gamins qui s'investissent aussi. On aimerait en avoir beaucoup plus. Pour fidéliser de jeunes entraîneurs bénévoles, le club a dû trouver une contrepartie. On prend en charge la formation de nos éducateurs et en fait on a un contrat moral. Ils doivent après encadrer l'équipe pendant au moins 2 ans dans notre club. En formation, on a dépensé 8 000 €. 8 000 €, c'est énorme pour un club comme le nôtre. Certains clubs bretons peuvent surfer sur l'effet Coupe de France pour attirer sponsors et bénévoles, mais pas tous. La Ligue prévoit de renforcer son soutien. On a eu beaucoup d'emplois aidés, les services civiques, tout ça. Bon, maintenant, ces services civiques, quand ils ont fini leur contrat, ils repartent. On espérait leur montrer ce que c'était et puis travailler avec des bénévolats, mais c'est pas pour autant qu'ils perdurent après à s'occuper de clubs. Aujourd'hui, on demande au centre de gestion de mutualiser les compétences pour des tâches répétitives et essayer de centraliser un peu tout ça ou mutualiser tout ça, de manière à dégager des gens qui seront là justement pour aider les clubs, aller les aider à remplir les dossiers de subvention, les aider à rechercher des partenaires, aller les aider à trouver des fonds. Aujourd'hui, on a 3 ligues qui sont pilotes sur cette mutualisation et on espère la développer partout dès la saison prochaine. Avec la baisse des subventions publiques, le modèle économique des clubs amateurs est fragile. Certains pensent à le réinventer en créant plus d'événements publics ou en jouant la carte des réseaux sociaux pour booster le sponsoring. Et nous voici de retour près du pont de Térénèse, à l'entrée de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Nous avons retrouvé sur place David Lotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de l'unité ouvrage d'art du conseil départemental du Finistère. Voilà, je m'en sors avec mes fiches. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler avec vous de cette inspection qui a lieu en ce moment sur le pont de Térénèse. Avant qu'on en parle, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà quelles sont les dimensions de ce pont et quelle est un petit peu sa spécificité ? Alors c'est un ouvrage qui a été construit de 2007 à 2011. Alors c'est un ouvrage, c'est le premier ouvrage en courbe à Auban qui a été construit en France. Il mesure une longueur de 515 mètres de long. Donc pour voir un peu tous les aspects vraiment dimension, on a des pylônes centraux qui ont une hauteur d'à peu près 100 mètres. D'accord. La partie chaussée est à peu près à 40 mètres de hauteur, donc on a un différentiel de 60 mètres entre la chaussée et puis la hauteur des pylônes. La distance entre les 2 pylônes est environ de 185 mètres. Voilà, donc à peu près pour les dimensions principales de cet ouvrage. C'est enfin un bel ouvrage. Alors justement, là en ce moment, il est en pleine inspection. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Alors le but de l'inspection, dans le cadre de sa surveillance, comme tous les ouvrages du département, c'est de vérifier des défauts qui peuvent apparaître pendant sa mise en service, depuis sa mise en service jusqu'à aujourd'hui. Détecter, ça peut être des fissures, ça peut être des défauts c'est des pièces qui s'usent au fur et à mesure, que ce soit au niveau des équipements ou que ce soit au niveau des matériaux qui composent l'ouvrage. Est-ce que la météo bretonne, le fait qu'il soit situé ici, ça influe sur l'édifice ou pas du tout ? Alors effectivement, c'est la météo, le vent peut influencer. C'est pour ça qu'on a prévu en même temps que cette inspection de réaliser ce qu'on appelle une topométrie, c'est-à-dire qu'on vient faire un relevé de plusieurs points qui sont sur l'ouvrage. Le but, c'est de voir si l'ouvrage vraiment a bougé depuis sa construction. Le pont a été construit il y a 8 ans. Est-ce que cette opération de surveillance sera renouvelée dans les prochaines années ? Et combien ça coûte de faire inspecter un pont ? Cet ouvrage sera du coup réinspecté a priori tous les 8 ans. Là, si on prend en compte donc l'inspection à proprement dit et la topométrie, on est sur un coût d'à peu près 100 000 € TTC. Le 14 août 2018, il y a un viaduc à Gênes, en Italie, qui s'est effondré, causant la mort de 43 personnes. L'édifice a été déconstruit. Un tel accident, on imagine, ça trouve forcément des résonances dans votre travail, David Lotte, quand on est responsable d'ouvrage d'art. Tout à fait. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans la vigilance autour des ponts, ici dans le Finistère ou en Bretagne ?
Je dirais que non, parce que la surveillance telle qu'on la pratique, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors il y a eu des ouvrages qui sont déjà tombés dans l'histoire. En fait, au niveau français, on a eu à Tours un ouvrage qui s'est effondré dans les années 70 et qui a fait en sorte que l'État s'est vraiment préoccupé de la surveillance des ouvrages en France et a déployé des moyens et des procédures vraiment d'inspection avec des périodicités, des niveaux de vigilance à respecter. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour nous, est toujours important. On se préoccupe de l'état de nos ouvrages pour justement éviter d'avoir à ce que ce type de drame puisse arriver, quoi. Au bout d'une semaine d'inspection, il y a déjà des choses qui sont relevées ou c'est encore trop tôt? Alors, il y a des choses qui sont relevées au bout d'une semaine d'inspection, oui, parce qu'en fait, depuis cette semaine, donc, les techniciens sont intervenus dans les pylônes pour les inspecter de l'intérieur. A priori, quand il y a vraiment quelque chose qui pourrait nous alarmer, on est au courant, on nous le dit. Donc on n'a pas eu de nouvelles, donc a priori tout va bien. Donc ils sont intervenus aussi sur les parties en extrado, c'est-à-dire les parties qui sont vraiment sur la chaussée, les différents équipements, les garde-corps, les joints de chaussée, etc. Donc on n'a pas eu vraiment de problématique. Alors après, pour revenir à ce qu'on disait, parce que ça me revient, mais au niveau des inspections, on a aussi des visites qui sont prévues tous les ans. C'est-à-dire qu'on n'attend pas non plus tous les 8 ans pour faire une inspection détaillée sur ce type d'ouvrage. Ce qui est rassurant. Oui. Merci beaucoup David Lotte, en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour rappel, l'inspection du pont de Térénèse va durer jusqu'au 8 novembre et le pont sera fermé à la circulation entre le 4 et le 8 de 9h30 à 16h30. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une belle soirée sur nos antennes.